Les mises en garde du président guinéen Alpha Condé aux membres de sa communauté, le chef de l'État qui brigue un troisième mandat défend aux Malinqués de voter pour ses challengers. Le scrutin est prévu pour le 18 octobre prochain. En RDC, l'exécutif préoccupé par le retour de la paix en Ituri dans l'Est, le président Félix Tshisekedi a dépêché sur le terrain une mission de paix. Elle est composée d'anciens chefs de guerre et des miliciens. Et puis, on n'en finit toujours pas avec les violences xénophobes en Afrique du Sud. Une manifestation s'est tenue devant l'ambassade du Nigeria à Pretoria pour exiger l'expulsion des étrangers. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Alpha Condé courtise les Malinqués. Le président guinéen veut pouvoir compter sur sa communauté pour son retour au pouvoir à l'issue de la prochaine présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Il les a donc appelés à s'unir autour de sa candidature. C'est en malinké, sa langue originelle, que Alpha Condé s'est adressé à sa communauté à Sigiri par visioconférence. Ces propos relayés sur la télévision nationale sonnent comme un appel au rassemblement autour du fils du terroir qui fait face pour la prochaine présidentielle à un bloc de 11 candidats en collectif. Les autres candidats ont fait un bloc pour me combattre, fait constater Alpha Condé, qui y trouve une déclaration de guerre. Cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre, a-t-il déclaré. Dans une précédente intervention, le président guinéen avait déjà mis en garde les membres de sa communauté contre un éventuel vote pour un candidat autre que lui. Tout autre choix serait comme un suffrage accordé à Cellou Dalein Diallo, son principal opposant, soutient-il. Il rappelle aux Malinqués un passé qui les aurait opposés à d'autres communautés comme pour faire planer sur eux une culpabilité de trahison au cas où ils voteraient pour quelqu'un d'autre. À 82 ans, Alpha Condé tente de briguer un troisième mandat à la tête de la Guinée après avoir fait retoucher la constitution du pays, remettant ainsi le compteur des mandats à zéro. C'est un coup d'État, accusent ses adversaires. Des milliers de Guinéens sont alors descendus dans la rue pour protester contre la candidature du président sortant. Face à eux, la police, qui a réprimé dans le sang les manifestations. Des dizaines de civils en sont morts. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a nommé un nouveau Premier ministre, c'est quelques heures après avoir conclu un accord avec les leaders politiques régionaux pour organiser les prochaines élections au niveau du pays. Le Parlement somalien entérine la nomination du nouveau Premier ministre Mohamed Hussein lors d'une séance de vote de confiance tenue à Mogadiscio. Le bureau de Farmajo, surnom donné au président, a annoncé tard jeudi la nomination de Mohamed Hussein, un ingénieur civil formé en Suède qui fait ici ses études en politique. Il lui a souhaité de prendre la charge et les tâches à venir avec diligence. Le poste de Premier ministre était vacant depuis le renvoi en juillet par le président de Hassan Ali Khair, officiellement pour avoir échoué à mettre en route l'organisation des élections pleinement démocratiques, initialement prévues pour février 2021. Le gouvernement fédéral de Mogadiscio, soutenu par la communauté internationale, était embourbé dans de longues négociations avec les États régionaux somaliens au sujet de l'organisation de ces élections législatives et présidentielles. Le processus a patiné en raison de désaccords politiques entre Farmajo et les leaders régionaux. La Somalie s'était fixé l'objectif de tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969 en donnant une voix à chaque citoyen lors du scrutin. Les Nations Unies avaient qualifié de réalisation historique l'introduction annoncée d'un système électoral universel en Somalie après des décennies de guerre et d'instabilité. Mais les observateurs de ce pays de la Corne de l'Afrique avaient jugé cette réforme de moins en moins probable en raison des tensions politiques, des aspects techniques et des enjeux de sécurité liés aux insurgés islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Le fragile gouvernement fédéral contrôle seulement une partie du territoire somalien et ce, avec le soutien pourtant crucial de quelques 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM.
Une mission de paix envoyée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était au contact des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, secte politico-militaire responsable de massacres de civils en Ituri. Nous sommes dans l'Est. La particularité de cette mission est qu'elle est composée d'ex-chefs de guerre. Ils avaient semé la terreur dans l'Ituri il y a quelques années. Certains parmi eux ont d'ailleurs été condamnés pour crimes de guerre. Mais ils retournent dans la même région aujourd'hui, investis d'une mission de paix. Germain Katanga, général des forces armées de la République démocratique du Congo, et l'ex-chef de guerre Floribert Ndiabou sont mandatés par le président Félix Tshisekedi pour aller négocier le désarmement des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, secte politico-militaire qui prétend défendre les Landous, une communauté locale majoritairement des agriculteurs. Ces coopératives sont auteurs de massacres des centaines de civils, surtout les membres de la communauté Emma qu'ils soupçonnent de connivence avec l'armée congolaise. Au premier contact avec les miliciens qui sortaient des bois à leur passage, le passé de guerre du chef de la délégation aura permis de les apprivoiser. Floribert Ndiabou était en effet le président du Front des nationalistes et intégrationnistes FNI, groupe politique armé à l'œuvre pendant la première guerre de l'Ituri entre 1999 et 2003. C'est à Masumbuko, un village reculé de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, que les premiers pourparlers ont commencé le lendemain entre les miliciens de ces coopératives, leur chef en tête, avec les désormais médiateurs. De longues heures qui ont permis à la Codeco d'exposer ses griefs et ses exigences. Nous nous battons à cause des violences des FARDC. Les femmes enceintes sont arrêtées sur les routes. Elles sont violées en toute impunité. Le gouvernement ne dit rien. Je demande au EMA de cesser d'attaquer les gens sur les routes. S'ils le font, nous allons continuer la guerre. À l'issue des échanges, les émissaires du président Félix Tshisekedi repartent avec la promesse des miliciens de faire la paix si leurs doléances sont prises en compte. Ils sont prêts, ils sont d'accord d'abord avec l'appel des chefs de l'État. À la fin des comptes, on s'est mis d'accord sur un point que d'un moment à l'autre, dès que le chef de l'État va répondre à leur cahier de charges ou à leur intégration dans l'armée ou dans la police ou bien à la réinsertion communautaire, tout ira dans les bons. Selon des témoignages recueillis par l'agence France Presse, les affrontements ont considérablement diminué dans la région après le passage de la mission de paix. Au Nigeria, un énorme nuage de fumée s'est dégagé de la ville de Lokoja, la capitale de l'état de Kogi. C'était suite à un incendie provoqué par l'accident de camion-citerne chargé de carburant sur une route très fréquentée dans le centre du pays. On parle de plusieurs personnes tuées. Au moins 9 personnes ont été tuées mercredi dans un incendie provoqué par l'accident d'un camion-citerne chargé de carburant qui s'est renversé sur une route très fréquentée dans le centre du Nigeria, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Le chauffeur a perdu le contrôle de son camion sur une autoroute traversant Lokoja, la capitale de l'état de Kogi, l'un des 36 états du Nigeria. J'ai compté 9 corps carbonisés à la morgue. Plusieurs autres victimes sur place présentaient de graves blessures, a rapporté le journaliste de l'AFP sur les lieux de l'accident. De nombreux véhicules, dont un bus transportant des étudiants, ont pris feu dans l'incendie provoqué par l'accident, a-t-il ajouté. Les freins du camion-citerne ont lâché. Il est sorti de la route et a pris feu. Des médias locaux rapportent un bilan encore plus lourd, affirmant qu'au moins 20 personnes ont péri dans l'incendie, notamment des étudiants et de simples passants. Le gouverneur de l'État, Yahaya Bello, a exprimé dans un communiqué son soutien aux victimes et à leurs proches, sans préciser le nombre de morts et de blessés. Nous déplorons la perte tragique de vies humaines dans l'incendie d'un camion-citerne, a-t-il écrit, présentant notamment ses condoléances aux étudiants après la mort de certains de leurs camarades. Les accidents de ce type sont fréquents au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, mais aux routes dangereuses et mal entretenues. En juillet 2018, au moins 45 personnes sont mortes et plus de 100 avaient été blessées dans un incendie.
Et des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade du Nigeria à Pretoria. Nous sommes en Afrique du Sud dans le cadre d'une campagne visant à expulser les étrangers du pays dans l'économie la plus industrialisée du continent. Les étrangers sont souvent accusés de voler le travail des locaux, surtout dans les secteurs peu qualifiés. Être étranger en Afrique du Sud, c'est vivre dans la peur constante d'être pris pour cible, alerte ce jeudi Human Rights Watch, rappelant que l'expérience de la xénophobie est routinière dans ce pays avec des violences récurrentes. Avril 2019 à Johannesburg, je vendais des vêtements dans la rue quand 9 Sud-Africains sont arrivés avec des bâtons et des fouets en cuir de rhinocéros, raconte un Congolais dans le rapport publié par l'ONG. Il frappait les gens, criait les étrangers, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous, vous prenez nos boulots et notre argent. J'ai commencé à courir, mais j'ai été frappé et mes 2 sacs de vêtements m'ont été pris. La xénophobie en Afrique du Sud reste très répandue, rappelle Human Rights Watch, en dépit d'un plan d'action national annoncé l'an dernier pour lutter contre l'intolérance. Dans l'économie la plus industrialisée du continent, les étrangers sont souvent accusés de voler le travail aux locaux, surtout dans les secteurs peu qualifiés. En 2008, 62 personnes étaient mortes dans des violences xénophobes et 7 autres en 2015. En septembre 2019, des foules armées s'en étaient prises à des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg, faisant 12 morts. La police opère aussi de manière discriminatoire, ciblant particulièrement les étrangers lorsqu'elle lance des raids contre la contrefaçon, par exemple, ou en détenant de façon abusive des étrangers, affirmant ensuite avoir perdu leur papier ou affaires, souligne l'ONG, qui dénonce une culture d'impunité qui ne fait qu'encourager ces comportements. Human Rights Watch appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes et concrètes pour protéger les étrangers, estimant que le plan national se contente pour l'instant de mots. Le dernier recensement sud-africain en 2011 estimait à 2,2 millions le nombre de personnes nées à l'étranger, soit moins de 5% de la population à l'époque. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.